Les Paspéas, une épopée gaspésienne. Du Micmac Tchakibiak, qui signifie batture rompue, terre qui s'avance dans l'eau, le fameux banc de pêche de Paspébiak, qui s'avance vers la mer sur une distance d'1 mille, offre une protection naturelle aux bateaux, le barachois. La ruée sur les bancs de morue. Au large de l'Amérique du Nord, du Labrador à Cape Cod au Massachusetts et partout dans le Golfe, de hauts plateaux s'élèvent sous l'océan Atlantique jusqu'à 200 mètres de la surface. Ces fameux bancs constituent de fabuleuses niches écologiques pour les poissons de fond, mais sont, en fin de compte, assez localisés et donc susceptibles de s'épuiser. On mettra finalement 4 siècles à les vider. Dès la fin du Moyen Âge, des pêcheurs bretons découvrent que la morue prolifère par millions au large de Terre-Neuve. En 1497, Jean Cabot écrit qu'il y a tellement de morues que l'équipage les ramassait tout simplement en descendant une chaudière le long du bateau. En 1534, Jacques Cartier en rajoute « La morue est si abondante qu'elle ralentit la course de son navire. » L'Europe entière découvre alors le plus fantastique site de pêche que le monde n'ait jamais vu, l'équivalent marin de la terre promise. Portugais, basques, français, espagnols, anglais, tous se précipitent alors sur les bancs de Terre-Neuve et du golfe du Saint-Laurent. 50 ans après les voyages de Cabot et Cartier, on dénombre dans le Golfe près de 500 navires français par année avant même qu'on ait fondé Québec. Séchée ou salée, la morue se conserve quasi indéfiniment, un atout de taille à l'époque des longs voyages transatlantiques sans réfrigération. Moins coûteuse que le bœuf, le porc ou l'agneau, la morue du Canada devient la principale source de protéines des Européens. Elle est en particulier appréciée des catholiques qui doivent se priver de viande pendant les 166 jours de jeûne obligatoires de l'année. Que l'un des vieux pêcheurs du faubourg déjà hisse sa voilure ondoyante au souffle âpre du vent. L'Empire jersien de Charles Robin. Les expéditions de pêche ne durent cependant qu'un printemps, et tous ces bateaux repartent aussitôt la morue séchée et embarquée. Paspébiak est l'un des premiers établissements permanents fondés en Gaspésie après la conquête anglaise. C'est là, en effet, que Charles Robin, originaire de Jersey, une île située entre la France et l'Angleterre, installe en 1766 son centre d'opération, y collectant le produit de la pêche de tout le littoral de la baie des Chaleurs à la Côte-Nord avant de partir vers les marchés mondiaux l'automne venu. Mais Robin se heurte vite à un problème de main-d'œuvre afin de préparer toute cette morue qu'il faut y vider, étêter et désosser, puis enduire de sel avant de la sécher au soleil. Même en comptant sur les Acadiens réfugiés à Paspébiak après la terrible déportation de 1755, le village ne compte encore qu'une vingtaine de familles en 1774. Robin fait alors venir un nouveau contingent d'Acadiens réfugiés en Bretagne française qui ne s'étaient jamais acclimatés à un retour forcé dans la mère patrie. En 1783, des loyalistes américains débarquent à Paspébiak, ajoutant encore au cosmopolitanisme du vieux fond Micmac, basque, breton, acadien et jersien. Leur cœur constamment flotte entre l'onde et la terre, en labourant le sol, si calme des aïeux. Un siècle plus tard, à l'époque où Champlain séjourne à Paspébiak, le journal L'Écho du Golfe écrit que « C'est une véritable ville. Vous y rencontrerez des constructeurs de navires, des forgerons, des menuisiers, des cordonniers, une foule de tailleurs. L'on y vend de tout, depuis la fine champagne jusqu'au whisky en esprit, depuis le fil à saumon au câble à tenir solide un vaisseau de 5000 tonneaux, depuis le coton jaune à la soie brodée. » Cette belle façade masque cependant une réalité plus sombre, celle d'une communauté littéralement asservie à un seul employeur qui exploite sans vergogne la ressource ainsi que les travailleurs de la mer. Le pêcheur n'était payé qu'à la fin de la saison, sans savoir à l'avance le revenu qu'il allait tirer de ses prises pour payer sa nourriture, ses agrès de pêche, son bateau, le tissu pour vêtir ses enfants et ce qu'il faut à sa famille pour survivre jusqu'à l'automne. Sylvain Rivière rappelle que le pêcheur devait continuer à faire la pêche et vendre son poisson à Robin puisqu'il n'avait nulle part ailleurs où le vendre et, de plus, il devait s'en remettre à lui pour les avances d'hiver. Encore, en 1960, René Lévesque, qui connaît bien la région pour y être né, écrit
Ils parvinrent ainsi à garder sous leur coupe, dans un véritable servage, des générations entières de pêcheurs, hommes simples, pour qui les chiffres étaient une magie noire d'où ne sortait jamais rien que des dettes. En 1900, les embarcations à moteur avaient commencé à remplacer la voile et la rame, mais ce n'est pas le cas en Gaspésie, où la Robin n'offre jamais les moyens aux pêcheurs de s'acheter de plus grandes embarcations plus sécuritaires. De même, si les lignes de fond, les leurres et les filets sont largement utilisés par les pêcheurs de la Norvège et de la Nouvelle-Écosse, ceux de la Gaspésie sortent encore la morue à la ligne à main, une à une. Le pittoresque spectacle, représentant d'hardis pêcheurs partant beau temps mauvais temps à bord de frêles esquifs, a sans doute ému le poète William Chapman ainsi que les premiers touristes qui s'aventurent alors en Gaspésie. Il révèle cependant une vérité plus sombre, celle du sous-développement de la côte gaspésienne, savamment entretenue par quelques compagnies étrangères qui s'en furent une fois la ressource épuisée. La Gaspésie se souvient de ses expériences douloureuses avec les multinationales et a depuis appris à ne compter que sur elle-même et à se méfier des beaux projets de développement concoctés pour elle dans les métropoles. Battant la marche à toute une blanche flottille qui cingle alertement le cap sur le soleil. L'accent Paspeya. En plus des colons acadiens, normands et britanniques, Passepébiac s'est aussi enrichi de l'apport espagnol, plus précisément des Pays basques, qui a su donner le type court et trapu ainsi que la peau hâlée caractéristique de certains Passepéas. La contribution de familles venues de l'île de Jersey est aussi notable. Aujourd'hui encore, des noms comme Réel, le Grand, le Gros, le Mesurier et le Touzel témoignent de racines anglo-normandes. Tous ces apports sont sans doute à l'origine de l'un des accents les plus étonnants du Québec. L'accent Paspeya est en effet unique et ne ressemble pas plus à celui de l'Acadie qu'à celui de Montréal. Plus saccadé et hachuré que l'idiome ailleurs parlé en Gaspésie, celui de Passepébiac a aussi de ses terminaisons en G qui rappellent un peu la Provence ou les langues méditerranéennes. La manière que l'on désigne les habitants, leur gentilé, offre aussi une belle profusion. Selon la commission de toponymie, outre la forme la plus courante Paspeya, il existe 8 autres variantes pour écrire le gentilé. William Chapman. Né à Beauceville, William Chapman fut à la fois le rival et l'émule de Louis Fréchette, qui l'imita sans parvenir à le surpasser. Comme Fréchette, il entre à l'Université Laval en droit après des études classiques à Lévis, la ville natale de Fréchette. Comme Fréchette encore, il délaisse vite le barreau pour le journalisme. Il fut tour à tour rédacteur à La Patrie, puis à La Minerve, avant de faire carrière comme fonctionnaire à Québec, puis à Ottawa. Ses recueils de poésie sont bien reçus en France où, comme Fréchette, ses œuvres furent couronnées par l'Académie française. Aspiration en 1904, Les Rayons du Nord en 1909 et Fleurs de givre en 1912, d'où est tiré son poème Les Passepéas. Il ne connut cependant jamais le succès au Québec et mourut, misérable, en 1917 dans la ville de Paris, alors plongée en pleine guerre mondiale. La poésie de Chapman est d'abord romantique et patriotique. On pourrait d'ailleurs lui reprocher d'être resté trop près de thèmes déjà bien labourés par Fréchette. L'histoire, la Nouvelle-France, les beautés naturelles du Québec et la lutte épique du peuple canadien-français, sans cependant posséder le même souffle héroïque que son devancier. Décidément, ses meilleurs poèmes seront ceux où, devenu plus familier, il décrira les multiples aspects de la vie quotidienne au Québec. L'orage, le bûcheron, le laboureur et les Passepéas, poème dans lequel, selon le grand poète Alfred Desrochers, Chapman fut le premier à chanter des Canadiens anonymes. Passepébiac s'éveille, à peine l'aube glisse ses premières lueurs sur l'infini mouvant, que l'un des vieux pêcheurs du faubourg déjà hisse sa voilure ondoyante au souffle âpre du vent.
groupe de vaillants s'en va jeter les lignes au mi-temps de la baie où mord le poisson franc. Les voiles au lointain semblent des vols de cygnes traînant l'ombre de leurs ailes sur le flot blanc. Soudain, un bruit de chaîne arrive à notre oreille. Le vieil éclaireur vient de jeter le grappin et l'on tire à foison de la vague profonde les voraces haddock aux nageoires d'argent, battant la marche à toute une blanche flottille qui cingle alertement le cap sur le soleil. Et lorsque midi luit sur l'onde moutonneuse, la flottille gaiement revient au barachoir. Leur cœur constamment flotte entre l'onde et la terre, en labourant le sol si calme des aïeux. À chaque aube nouvelle, ils partent pour la pêche, tous les soirs dans les prés que Dieu seul irrigua. Ils mouillent de sueur la faucille ou la bêche, et bien rares pour eux sont les jours de dégras, battant la marche à toute une blanche flottille qui cingle alertement le cap sur le soleil. Leur nerf d'acier les fait triompher des tempêtes. À nul de ces pêcheurs le suaine est fatal. Une longue vieillesse auréole leur tête. Tous s'éteignent tournés vers le grand banc natal. Battant la marche à toute une blanche flottille qui cingle alertement le cap sur le soleil, le cap sur le soleil.